Nous sommes le mardi 25 août. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à la une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien ce matin. Encore une fois, il sera abondamment question d'imposition de tarifs de cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, selon plusieurs sources que l'on lit ce matin, il devrait y avoir une annonce du gouvernement fédéral sur la réplique, contre tarifs, mais aussi surtout de l'aide, de quelle façon va se décliner l'aide aux entreprises un peu partout au pays. On risque d'avoir des nouvelles du plan du gouvernement fédéral un peu plus tard aujourd'hui. Alors, ce sera à surveiller. Alors qu'hier, c'est devenu plus personnel entre Donald Trump et Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Des insultes presque de part et d'autre, effectivement, qui ont été publiées, lancées. On sent que le ton a monté d'un cran depuis que les discussions sont rompues. C'est comme si là, on n'avait plus de retenue et que là, ça pouvait aller dans des insultes qui parfois allaient assez loin. Alors là, c'est là où on en est aujourd'hui, alors que des entreprises qui continuent de se poser bien des questions sur la suite et sur les programmes d'aide du gouvernement dont on devrait en apprendre davantage, je le disais, aujourd'hui. Alors, on va se parler de ça avec Karine Matheux un peu plus tard à l'émission. Je salue les collaborateurs qui sont autour de la table. Véronique Méran à la météo. Bonjour, Véronique. Olivier Pellerin au sport. Salut, Olivier. Bonjour. Et Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles. Bonjour, Julie-Jasmine. Bonjour, Mathieu. On va revenir ensemble alors que la campagne au Québec devrait être déclenchée dans quelques jours, officiellement, je dirais. Les partis sont déjà très actifs. On devrait en apprendre un peu plus aujourd'hui sur les demandes du secteur culturel. Oui, absolument. C'est Culture Montréal. C'est un OBNL qui est basé à Montréal, évidemment, mais qui a cette vision toute québécoise et offre aux partis politiques, c'est une quarantaine de propositions. Alors, si les partis politiques manquent d'idées, il y en a là-dedans. On sait aussi souvent que la culture est négligée, que ce soit sur les plateformes ou encore même lorsque le gouvernement est en place. Il y a des enjeux de santé, d'éducation qui vont souvent, ou d'économie, comme en contexte de guerre tarifaire, qui vont prendre le dessus. Mais de bonnes idées là-dedans, j'ai hâte de vous en parler. Donc, je ne vous lirai pas les 37, mais quand même, j'ai fait une sélection. Un résumé de tout ça dans les prochaines minutes. Merci, à tantôt, Julie-Jasmine. Au sport, Olivier, on va parler de cyclisme. Le Tour d'Espagne, oui, c'est parti, mais ça a été freiné hier, troisième étape du Tour, si je ne m'abuse, par la météo de la pluie. La grêle. La grêle. La grêle, Ouais. surtout, qui a freiné les cyclistes et qui a forcé d'ailleurs l'organisation à mettre fin avant son terme cette troisième étape en raison de cette grêle qui a tombé pendant de longues minutes. Plusieurs des cyclistes ont dû s'abriter. En fait, l'ensemble des cyclistes qui étaient de cette échappée, même de ce groupe qui a pris part à l'épreuve hier, ont dû s'abriter pendant la chute de grêle. D'ailleurs, il y avait Hugo Hull qui a dû s'abriter dans le coffre d'une voiture d'une équipe adverse pour éviter les grêlons. On aurait eu l'habitude à l'occasion de relancer cette étape pour la terminer, puis les organisateurs, vu probablement l'accumulation de la grêle par sécurité, a préféré donc annuler le résultat de l'étape d'hier, ce qui veut donc dire que Tadej Pogačar demeure le meneur présentement au classement général du Tour, 9 secondes devant Wout van Aert. C'est pas rare qu'on voit de la neige, c'est pas rare qu'on voit des intempéries compliquer le travail des cyclistes, mais là, pour la sécurité, il semble qu'on ait préféré passer. Donc aujourd'hui, on est en Andorre pour l'étape numéro 4 de ce Tour d'Espagne qui s'amène en Espagne après avoir passé beaucoup de temps dans le sud de la France. C'était le cas hier. Donc on verra si la météo s'améliorera dans ce Tour d'Espagne qui va se poursuivre au cours des prochaines semaines. Parlons de tennis. Il y a des Canadiens qui ont franchi le premier tour des qualifications en vue des internationaux des États-Unis. Chez les femmes, entre autres, on peut parler de Bianca Andreescu qui a franchi la première étape de ce tour de qualification. Bianca Andreescu qui a déjà remporté ce tournoi, souvent blessée et qui tente de retrouver ses marques et surtout les classements mondiaux qui lui permettraient de participer au tableau principal de tournois majeurs. Donc, pour Bianca Andreescu, ça passe, tout comme Rebecca Marino et Carson Bernstein qui étaient de ce premier tour chez les femmes. Kayla Cross, elle, a malheureusement été éliminée. Chez les hommes, Alexis Galarneau, le Québécois qui a vaincu l'Américain Keegan Smith en 2 manches pour passer au tour suivant. Je vous rappelle que les internationaux des États-Unis est le dernier tournoi majeur de la saison. On verra de grands noms, entre autres Carlos Alcaraz qui a annoncé son retour au jeu lors de ce tournoi à Flushing Meadows. Il y a aussi
Serena Williams qui sera de retour en double mixte, entre autres, avec Carlos Alcaraz qui seront là donc pour animer tout ce spectacle lors de ce week-end. Et puis, on surveillera aussi Roger Federer qui rendra visite aux amateurs de tennis à New York. La belle visite, ça? Oui, très belle visite qui a été adorée lors de son parcours et à qui on rendra un hommage lors de l'édition du tournoi cette année. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. À la météo, pas de grêle? Non, pas de grêle. On en a eu dimanche. Hier, on a eu quelques averses. Moi, je n'ai pas eu d'orage dans mon secteur. Il y en a certainement eu ici et là. Il y a des averses qui ont tombé assez fortement, mais c'était l'air instable qui générait ces précipitations-là. Aujourd'hui, ce l'est un petit peu moins qu'hier. Ça se déplace graduellement la zone vers l'est, mais ça nous laisse quand même des conditions avec un 40 de possibilité d'averse qui va traîner un peu ce matin. Il y en a quelques-unes sur les écrans radars, principalement autour de Québec. Quelques petites précipitations, c'est léger. Ça reste une journée qui sera plutôt nuageuse. Oui, il y aura des éclaircies. Oui, il y aura tantôt de petites gouttelettes. Donc, un petit peu comme hier, mais un petit peu plus de nuages. Les températures, c'est du 21-23. La nuit prochaine, par contre, il y aura dégagement en fin de nuit. Il peut y avoir des brouillards par endroits. Donc, fin de nuit, tôt demain matin, ça va se dégager et on aura droit à une belle journée demain. Donc, plus de soleil demain, des températures qui vont remonter 25-26 degrés. Alors, des conditions un petit peu plus estivales. Il fera beau jeudi matin aussi, mais l'arrivée d'un autre système va nous ramener à vers ces orages jeudi en après-midi. Donc, le scénario est le même pour un peu tout le monde. L'Abitibi, le Témiscamingue également. Le dégagement devrait se faire cet après-midi de ce côté, mais c'est encore maussade ce matin. 23, c'est le maximum. 21-22 degrés dans l'est du Québec. 19 sur la Côte-Nord. Un ciel qui est variable avec cette probabilité d'averse, ce risque d'orage qui perdure aujourd'hui jusqu'à tôt ce soir. Demain, le soleil sera plus dominant aussi dans tout l'est du Québec. En territoire ontarien, c'est surtout les nuages qui dominent. Ça donne quelques précipitations, mais c'est sous forme de probabilité. Averse, risque d'orage en après-midi sur la pointe nord. On ira avec Windsor, Ottawa, Toronto, plutôt nuageux, 24 à 26 degrés. Les précipitations sont discrètes, mais quand même, l'air demeure instable. Le soleil est plus dominant dans l'ouest. Du côté de Vancouver, Edmonton, Calgary, il fait beau, 26-29 degrés. C'est plus nuageux sur le sud de la Saskatchewan, du Manitoba. S'il y a des averses, ça va arriver assez tard en fin de journée. 22-24 degrés, ça remonte demain. Il y a encore des températures qui vont frôler la trentaine de degrés dans l'ouest avec un soleil qui sera quand même plus dominant au cours de la journée de demain. Alors, instabilité oblige aujourd'hui. On traîne le parapluie et demain, on aura un petit soleil un peu mieux assumé. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des différents quotidiens, il est encore beaucoup question, évidemment, de cette guerre tarifaire avec les États-Unis, mais la Presse Plus, oui, fait sa une avec la politique québécoise, la crise au Parti libéral du Québec. Pas de preuve de brownies, titre la presse. L'UPAC et le DGEQ n'ont rien à reprocher à Pablo Rodriguez, article de Tommy Chouinard. Ils ont fait scandale, alimenté une crise politique, nourri la joute partisane. Pourtant, des brownies, il n'y en a pas eu lors de la course à la direction des libéraux. C'est ce que concluent les enquêtes du DGEQ, directeur général des élections du Québec, et de l'unité permanente anticorruption, selon les informations obtenues par la presse auprès de 3 sources. Aucune preuve ne démontre un stratagème d'achat de vote en faveur de Pablo Rodriguez. Donc, après avoir fouillé pendant des mois, et le DGEQ et l'UPAC n'ont aucune infraction à reprocher à celui qui était chef du Parti libéral du Québec. L'enquête du DGEQ, par contre, met en cause l'homme d'affaires Emmanuel Cabral, qui a versé de l'argent à certaines personnes pour rembourser leurs dons faits à Pablo Rodriguez. Vise aussi l'ex-libéral, une députée qui est maintenant indépendante dans Chomédé, Sona Laroyan-Olivier, qui a utilisé son bureau de circonscription à des fins partisanes. Quant au texto, il y a un volet de l'enquête de l'UPAC qui demeure ouverte, nous dit la presse, concernant ces textos qui laissaient croire justement à l'existence de brownies au bénéfice de Pablo Rodriguez. Les enquêteurs ne peuvent établir que ces textos sont authentiques. Ils soupçonnent qu'ils seraient faux, qu'ils auraient été fabriqués pour nuire à M. Rodriguez, mais il n'y a pas de conclusion sur ce chapitre-là de l'enquête. On comprend des informations de la presse
presse que ce volet-là de l'enquête de l'UPAC est toujours en cours. Vous avez les détails, donc, à lire dans la presse. Dans le Journal de Montréal, en une, on parle des camionneurs qui sont inquiets, bien sûr, avec l'imposition de ces tarifs. Il y a des entreprises de transport qui se préparent à procéder à des mises à pied de chauffeurs. Si les tarifs de Trump restent en place, il pourrait y avoir effectivement moins de transport par camion, donc un moins grand besoin de chauffeurs. Il y a effectivement des inquiétudes dans l'industrie du camionnage, telles que rapportées par le Journal de Montréal ce matin. En une aussi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on lit que les tarifs de Trump profitent à Fréchette. Elle est en train de remplacer le PLQ comme option fédéraliste au Québec, selon le sondeur Jean-Marc Léger. Donc, nouveau coup de sonde mené le 11 août dernier. Augmentation des intentions de vote de la Coalition Avenir Québec de 3 % dans ce sondage, baisse de 1 % des libéraux. Et Éric Duhem, son parti également, qui a fait le plein, ou en tout cas augmente son appui de 3 % est à 13 % dans les sondages. Toujours le Parti québécois qui est en tête. Donc, et les caquistes et les conservateurs vont gruger du vote, nous dit le sondeur Jean-Marc Léger, chez les libéraux provinciaux. Alors ça, c'est à lire les résultats de ce sondage. Le Journal de Québec, lui, nous parle de ces 11 milliards de dollars pour 6 brise-glaces qui seront construits à la Davie. Donc, une nouvelle importante, un contrat historique qui est largement salué dans la foulée, évidemment, de ces relations tendues avec les États-Unis. Donc, voilà pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Dans le Devoir, on nous parle du réseau de la santé. De plus en plus de cas de maltraitance sexuelle signalés. Les plaintes et interventions pour des situations subies par des patients qui ont bondi de 45 % en 2 ans. C'est selon des données obtenues par le Devoir. Augmentation donc importante. La maltraitance sexuelle, nous dit le Devoir, peut prendre différentes formes, allant de propos à caractère sexuel aux attouchements ou encore aux agressions. Elle peut aussi découler de négligence, comme le fait de priver quelqu'un de son intimité. Au total, 939 plaintes et interventions à ce sujet ont été comptabilisées en 2025-2026 par le Bureau à la commissaire nationale. 2 ans plus tôt, le nombre s'élevait à 643, donc augmentation importante. C'est en une du Devoir. Dans le Globe and Mail de ce matin, le Canada ne reviendra pas à la table de négociation tant que les États-Unis ne changeront pas d'attitude. C'est ce qu'a dit le premier ministre hier, justement, en marge de cette annonce à Lévis. Selon le premier ministre, les États-Unis doivent changer d'attitude à l'égard des négociations avant un retour du Canada à la table. Des sources gouvernementales disent qu'il n'existe actuellement aucun projet de demander à M. Trump la reprise des discussions. Et le gouvernement du premier ministre, le gouvernement Carney, qui devrait dévoiler aujourd'hui le plan, justement, du fédéral pour aider les entreprises canadiennes qui sont touchées par l'imposition de ces nouveaux tarifs. Parlons-en justement de cette guerre commerciale. Effectivement, aujourd'hui, on devrait en apprendre plus sur ce que le gouvernement fédéral réserve aux entreprises pour les aider. Il y a toujours le premier ministre Mark Carney qui a dit qu'il voulait répondre dollar pour dollar à la suite de l'imposition de ces tarifs. Karine Matteux est avec moi en studio. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. Alors oui, les premiers ministres provinciaux n'ont pas nécessairement le même point de vue sur cette approche dollar par dollar. Voilà, il y a l'approche aussi plus robuste, on pourrait dire, du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et il y a aussi celle, disons, plus stratégique de la première ministre Christine Fréchette. On en saura plus à 11h, heure à laquelle l'annonce est prévue sur ces contre-tarifs qui doivent entrer en vigueur le 8 septembre. Par ailleurs, vous le disiez, les nouvelles mesures de soutien aux entreprises devraient être annoncées aussi ce matin par Ottawa et c'est attendu par les entreprises. Pour sa part, le premier ministre Mark Carney a dit vouloir être ferme et a ajouté que rien n'est exclu. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il ira aussi loin que ce que souhaite Doug Ford? Je vous laisse entendre d'ailleurs le premier ministre de l'Ontario, suivi de la première ministre du Québec, Christine Fréchette. As for the electricity, everything's on the table. Critical minerals, everything's on the table. But I can't do this alone, folks. I need every premier playing on Team Canada. En fait, moi, j'ai indiqué que pour moi, l'approche dollar par dollar n'était pas nécessairement la plus efficace. De toucher des cordes très sensibles du côté américain, ça marque des points.
Alors, Doug Ford qui parle de couper l'électricité, les minéraux critiques aussi aux États américains qui en reçoivent du Canada. D'ailleurs, hier, le premier ministre ontarien a même insulté Donald Trump, le traitant d'intimidateur et de dictateur notamment. Il faut dire que Doug Ford est en entrevue quand il a appris que le président américain menaçait de nouveau le Canada d'augmenter les tarifs sur l'industrie de l'auto de 50 en janvier prochain. Et donc, il a eu des mots durs et Donald Trump a aussi répliqué. Finalement, ça a donné lieu à des attaques virulentes et personnelles par médias interposés entre les deux dirigeants. Maintenant, revenons à cette riposte canadienne. Dominique Leblanc, le ministre responsable justement des relations Canada-États-Unis, qui a donné quelques détails au cours des dernières heures. Ça reste quand même encore assez vague, là, mais ça donne quand même une idée de l'approche. Écoutons justement le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Ça ne fait pas de sens qu'un produit d'aluminium sera vendu aux États-Unis avec un tarif de 50 puis on permettrait à un produit américain de rentrer au Canada avec pas une mesure équilibrée en termes de protection tarifaire. Alors, Dominique Leblanc qui a confirmé qu'il n'y a pas eu d'ailleurs de discussion entre les négociateurs américains et canadiens depuis vendredi dernier. Et que pense le milieu économique justement d'une riposte dollar pour dollar? Dollar pour dollar, ça veut dire riposter pour l'équivalent de 28 milliards de dollars. La PDG du Conseil du patronat du Québec, Michèle Lambias-Meunier, souhaite plutôt une approche plus stratégique. Cibler des mesures de représailles où on est dans du 80-20, c'est-à-dire 80 % d'impact pour 20 % de mesures idéalement, donc des mesures stratégiques qui vont avoir un impact puissant, mais qui ne mettront pas à risque encore davantage les entreprises. Et c'est aussi l'approche qui est privilégiée par l'économiste et sénateur indépendant Clément Gignac. Le voici. La réalité, si on était des partenaires égaux, de même taille, ça s'expliquerait parce que notre objectif, c'est de forcer l'autre à aller à la table de négociation. Mais notre partenaire est 10 fois plus gros. Donc, moi, je suis plus de l'école de Mme Fréchette que de l'école de M. Ford. Il faut y aller plutôt de façon stratégique parce que dollar contre dollar, on va manquer d'oxygène. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est 20 % de notre économie. Pour eux, ce n'est que 2 % de l'économie. Alors voilà, on en saura davantage à 11 h ce matin. Merci, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. La campagne électorale au Québec devrait en principe être déclenchée ce jeudi. Donc, on est tout près du déclenchement. Et Julie Jasmine, Culture Montréal lance un appel aux partis politiques justement pour faire de la culture une priorité. Oui, absolument. On vise la souveraineté culturelle du Québec. On donne des idées. 37 propositions lancées par Culture Montréal, qui est un organisme non partisan, puis qui a une vision vraiment à l'échelle de la province. Je dirais que le plus important, c'est de consacrer à la culture d'ici 4 ans 3 % du budget du gouvernement du Québec. Ça représente à peu près 2,7 milliards. Et ce que disent les chiffres de Culture Montréal, c'est que la contribution n'a pas dépassé 1,85 % des dépenses de l'État depuis 10 ans. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge entre ce qui est dépensé et la vision, évidemment. Puis, je dirais qu'il y a différents thèmes, comme par exemple la culture autochtone. On veut créer une ambassade culturelle et touristique autochtone, créer un fonds permanent aussi pour le maintien et la revitalisation des langues autochtones. En éducation, ça, c'est intéressant, Mathieu. On veut vraiment protéger la culture à l'école et les sorties culturelles. En milieu culturel, dis-je bien, on se souvient que ça avait été retiré par la CAQ et ça avait fait boule de neige. Ça a été ramené finalement. Et il est vraiment question de financement, c'est-à-dire de s'assurer que les ressources financières et humaines soient suffisantes pour l'application de la loi sur la découvrabilité. La loi 109 ne veut pas rester symbolique aux yeux de Culture Montréal. Donc ça, c'est bien important. On parle aussi d'assurer du financement, une stabilité budgétaire pour le CALQ, pour la SODEC, qui est en lien avec l'indexation du coût de la vie. Ça, au dernier budget, on avait vraiment mis ça de l'avant. Alors, on veut que ça se poursuive, évidemment. Réinstaurer les premiers dimanches du mois gratuits dans les musées, pardonnez-moi, à l'échelle du Québec. Ça a été retiré récemment. Alors, ça, c'est une des propositions. Et vous vous souvenez, le groupe de travail sur l'audiovisuel, il y a un rapport qui est né tout ça. Donc, évidemment, moderniser le financement de ça. Et parmi les propositions, il y avait de prendre une part de la TVQ et de l'appliquer
liées à ça. Donc, vraiment, c'est peut-être donner des idées, des propositions, évidemment, soit en matière aussi d'art public, de patrimoine, d'intelligence artificielle. Et je dirais que le plus important, on dit de protéger les contenus francophones, sachant que les lois culturelles québécoises sont perçues parfois comme des irritants commerciaux pour les États-Unis. Alors voilà, c'est assez particulier. On est en plein dedans. Et si jamais, ça peut servir de canevas, finalement, aux partis politiques. Et bien sûr, ces idées pourraient être débattues. Qui sait? L'Alberta qui désigne une commissaire à la musique. Oui, ça, c'est une toute première. En fait, c'est une femme. Elle s'appelle Jennifer Venance. Elle aura pour mandat de développer l'industrie musicale albertaine, faire rayonner, bien sûr, les artistes locaux à travers tous les gens, toutes les langues. Elle, cette femme-là, possède plus d'une vingtaine d'années d'expérience en tant que musicienne. Elle a aussi œuvré au ministère de l'Éducation en Alberta sur le volet francophone. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a à peu près 20 000 emplois liés à la musique en Alberta et ça génère des retombées de 5 milliards de dollars. Alors, c'est vraiment accueilli de façon positive, surtout par la communauté francophone et le Centre national de la musique. Alors, en Alberta, voilà. Parlant de musique, c'est ce soir le grand concert qui rend hommage à Michel Sardou à Québec dans le cadre de la Super Franco-Fête. Oui, et c'est animé par Garou et Cyril Ferraud. Il y a Diane Dufresne dans ce concert, Isabelle Boulay, Plastique Bertrand, il sera, MC Solar, Hélène Ségara quand même. On dit qu'on va faire des duos, des trios originaux, tout ça dans le but, évidemment, d'embrasser le répertoire du géant de la musique Michel Sardou, qui n'y sera pas par ailleurs. Alors donc, évidemment, ses grands succès, Maladie d'amour, En chantant, Je vais t'aimer. Et mettez vos beaux habits si jamais vous y allez, parce que c'est capté pour la télé. Ce sera diffusé ultérieurement sur ICI-Télé et bien sûr à travers toute la francophonie. Alors ça, ce sera pour la diffusion télé à la fin de l'année 2026. Et il reste encore des billets pour l'Agora de Québec. Là, j'entends « Je vais t'aimer ». Là, on va se laisser là-dessus. Hein? C'est une bonne idée, ça. bonne journée. Merci, Julie. Je vous en prie. À faire prier, supplier nos mains, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Oui, donc voilà pour la Super Franco-Fête. Marie-Michel Borduas est maintenant en studio pour ce qu'on va surveiller aujourd'hui. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Alors, Québec va devoir compter sur des enseignants non légalement qualifiés pour combler des postes vacants dans les écoles, je dirais encore une fois, lors de cette rentrée. Voilà, nouvelle rentrée scolaire où il manque 2075 enseignants en ce moment, selon le tableau de bord du gouvernement. C'est un peu plus de 2 % de tout le personnel enseignant. Ça représente un défi, oui, pour les centres de services scolaires afin de recruter des gens, mais aussi pour les enseignants qui vont devoir accueillir des collègues avec une expérience professionnelle différente. Il y a notre collègue Élise Allaire qui s'est intéressée à cet aspect-là. Reportage à entendre dans nos radiojournaux ce matin. La métropole québécoise Montréal qui refuse de suspendre tous les liens institutionnels avec Israël. C'est ce que demandait l'opposition officielle de la ville dans une motion qui a été déposée hier motion sur la situation au Moyen-Orient qui appelait Montréal à reconnaître et à dénoncer ce que le parti qualifie de régime d'apartheid et ainsi exprimer sa solidarité avec les victimes palestiniennes à Gaza. Mais la motion a été amendée en soirée pour, entre autres, retirer donc une section qui appelait la ville à suspendre ses liens institutionnels avec le gouvernement d'Israël. Dans sa version adoptée, la métropole exprime tout de même sa solidarité envers les populations civiles touchées par les conflits. Et puis sinon, sur notre site web ce matin, on revient évidemment là, sur les tarifs. Il y a Raphaël Bouvier-Auclair qui s'intéresse aux effets de la guerre commerciale de l'autre côté de la frontière avec ses impacts qui commencent à s'inviter dans les événements de campagne à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre. Il sera également là dans les radiojournaux ce matin. Parfait, on va lire et entendre ça. Merci beaucoup Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter, bien sûr, à la radio, sur l'application audio. On est diffusé aussi juste avant la première ligne sur les ondes de RDI. Voilà, je vous retrouve dans les radiojournaux. Pour ma part, je vous souhaite une belle journée. À demain.